Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, très heureux de vous retrouver pour l'avant-match entre l'OGC Nice et l'Olympique Lyonnais, match extrêmement important entre deux clubs qui visent ouvertement les places européennes, alors lesquelles je ne sais pas. Est-ce qu'on finira comme Nice en Ligue des Champions, en Europa League ou en Conference League? Je n'ai pas la réponse, je ne suis pas encore devin malheureusement, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ces deux clubs, Nice et l'OL, visent impérativement les places européennes. Donc gros match qui va coûter cher parce que celui qui perdra fera la mauvaise opération du week-end. Et nous, si on gagne, on recollerait à 2 points de Monaco et à 4 points de Nice. Donc on ferait un bond en avant assez significatif pour viser le top 4 en Ligue 1 qui reste évidemment la grande mission de l'Olympique Lyonnais fixée par John Textor et les dirigeants. Avant de commencer, les amis, pensez au petit pouce si vous aimez le contenu, pensez aussi à commenter et me dire vos différents points de vue sur le match, plutôt confiant, pas confiant, bref. Et abonnez-vous si vraiment vous aimez le contenu. On commence par les conférences de presse, parce que oui, on a eu deux intervenants en conférence de presse, Clinton Mata et Georges Massiel. Alors je vous le dis d'emblée les gones, pas de scoop, pas de nouveauté, comme souvent malheureusement en conférence de presse, on n'a pas assisté à des déclarations foot hyper intéressantes, mais quelques éléments qu'il faut retenir et que je vous résume rapidement en vidéo. Alors du côté de Clinton Mata, Mata nous dit que oui, si le coach n'est pas là sur le banc, c'est vrai, c'est un point qui compte, parce que les coachs, il le dit bien, peuvent rectifier des petits éléments au cours du match, peuvent indiquer quelques petits faits qu'il faut prendre en note durant le match. Ça, c'est vrai, c'est le rôle du coach que j'ai expliqué en vidéo la fois dernière. Mais il dit qu'au club, on a plein de joueurs expérimentés qui sont forts et qui savent gérer ce type de situation. Donc selon Mata, pas d'inquiétude, ça va le faire. Il dit qu'on a largement les armes avec le staff et les joueurs pour tenir la barre et faire un bon match contre Nice. Et Clinton Mata glisse un petit tacle glissé dont lui seul a le secret, aux journalistes qui, selon lui, seraient un peu trop négatifs autour de l'OL et qui souligneraient trop trop d'insistance, les lacunes défensives de l'équipe. Il dit, défensivement, on a progressé, qu'on est mieux qu'auparavant, que les lignes se sont resserrées, qu'on joue mieux les transitions attaque-défense. Bref, selon Clinton Mata, l'OL est mieux sur le plan défensif. Alors moi, j'ai un point de vue qui est clair, je pense que oui, il y a du mieux, c'est sûr, mais qu'on n'est pas encore très serein défensivement. Je rappelle que contre Bucarest, durant une demi-heure entre le coup d'envoi et la demi-heure de jeu, sincèrement, sans un immense Lucas Perry Superman, à la mi-temps, il y a peut-être 1-0 ou 2-0 pour les Roumains. Donc oui, défensivement, c'est un peu mieux, c'est vrai, c'est plus cadré, c'est vrai, mais par contre, pas de quoi non plus fanfaronner. Donc là, attention, je sais que Mata défend l'intérêt de l'équipe, mais moi j'ai un point de vue un petit peu différent, et je comprends ces journalistes qui expriment quelques petites inquiétudes sur l'aspect défensif de l'équipe. Voilà en gros ce que dit Mata, pas de scoop, pas d'informations de dingue d'un point de vue foot, mais quelques éléments sur donc l'absence de Paulo Fonseca et aussi l'aspect défensif de l'équipe qui selon lui est un peu mieux. Alors, maintenant, place à Georges Massiel. On dit bien Georges, comme il l'a dit, Georges Massiel. Je tiens à le dire, les questions qui sont posées aux joueurs et aux coachs, au staff, franchement, ça laisse vraiment à désirer, quoi. Ça laisse vraiment à désirer. On regarde, alors on est une poignée à avoir les différentes conférences de presse. Et moi, quand je vois les conférences de presse, je veux qu'on me parle de foot. Et trop souvent, on ne parle pas de foot en conférence de presse. Pour faire simple, Clinton Mata, il parle durant à peu près, je crois, 11 minutes. Georges Massiel parle durant, je crois, environ 21 minutes. Donc une demi-heure de conférence de presse pour au final n'avoir qu'une question, une toute petite question sur l'OGC Nice. En termes de foot, c'est pas possible, quoi. On est là pour quoi, au final? Est-ce qu'on est là pour parler de Fonseca, son absence? Oui, sûrement, c'est aussi un aspect du match. Mais il n'y a pas que ça, quand même. Sur toute la conférence de Massiel, les questions qui ont été posées concernaient quasiment aux deux tiers Paulo Fonseca, son absence, comment faire sans lui, comment s'organiser sans lui. Et je pense même que ça a gonflé Georges Massiel, parce qu'il dit, durant la conférence de presse, que oui, c'est un point du match, c'est un point de contexte, Paulo n'est pas là pour coacher, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça quand même, il n'y a pas que ça, il y a un travail qui est fait durant toute la semaine. Oui, Fonseca ne sera pas sur le banc, oui, il ne sera pas dans les vestiaires, c'est vrai, mais néanmoins, tout autour du match, il y a eu du travail. Et là-dessus, sur l'aspect foot, tactique, qu'est-ce que vaut Nice, comment les contrecarrer, absolument aucune question. Zéro. Zéro. Même pas un début de David, rien. Il n'a jamais été interrogé là-dessus. Moi, ça me rend fou. Ça me rend fou. On est l'une des seules presses sportives, et c'est un peu le coup de gueule que je passe ce soir.
On est une des seules presses sportives qui ne parle jamais de foot. Alors tout ce qui est extra-sportif, arbitrage, suspension, Fonseca en tribune, tout ça on en parle, hein. Ça il n'y a pas de problème, il y a eu 10 000 questions là-dessus. Mais sur l'aspect jeu, foot, que propose Nice, comment contrecarrer l'OGC Nice, est-ce que Almada jouera pas, est-ce qu'on verra un 4-2-3-1 plutôt modelé défensif ou offensif, même pas une question, c'est frustrant. Non, franchement c'est frustrant, on est là à se plaindre que la Ligue 1 est mal vendue, mais sur les quelques moments où on a des conférences de presse, des prises de parole des joueurs et du staff, ou des dirigeants, on ne parle jamais de foot. Moi, franchement, les Gones, je suis très très frustré, je vous le dis. J'ai écouté durant la demi-heure de conférence de presse, je n'en retiens quasiment rien, si ce n'est pour Georges Massiel, comment faire son Fonseca, son parcours d'entraîneur en Libye, aux Émirats, au Qatar. C'est intéressant, oui c'est intéressant, mais il n'y a pas que ça quand même. On joue un match qui est hyper important pour la qualif en Coupe d'Europe, et on n'a eu aucune question foot, tactique, technique sur Nice. Absolument rien. Moi, j'aurais aimé qu'on me parle du 3-4-2-1 niçois, qu'on me dise, voilà, tel joueur est important, qu'est-ce qu'il apporte, comment lutter contre ça. Absolument rien. Bref, voilà, c'est mon côté râleur qui ressort, mais franchement, les Gones, c'est frustrant, quoi. Allez, on enchaîne, on zappe les conférences de presse. Thème numéro 2, on passe, au contexte du match, et surtout à l'analyse statistique de l'OGC Nice. Qu'est-ce que ça vaut en termes de stats, l'OGC Nice de Franck Hez? Alors maintenant, au classement, ils sont actuellement 3e de Ligue 1 avec 46 points, en 2e c'est Marseille 49, et leader incontesté c'est Paris avec 65 points qui a collé un 4-1 sans forcer au Stade Rennais tout à l'heure. Donc voilà, Nice est 3e, équipe qui est solidement installée en 3e place sur le podium. Et c'est, d'un point de vue stats, c'est franchement logique. Alors, je vous dirai après les différents matchs que je me suis refait pour vous dire tactiquement ce que vaut Nice, mais d'un point de vue chiffré, statistique, alors quelques chiffres que je vous donne comme ça en vidéo. Nice, donc 46 points. En Ligue 1, c'est 13 victoires, 7 nuls, 4 défaites, donc un bilan voilà, où en gros ils prennent à peu près 2 points par match. Et bien souvent, une équipe qui prend en moyenne 2 points par match, c'est quasiment systématiquement 9 fois sur 10 une équipe qui finit sur le podium en Ligue 1. Donc pas de surprise. Maintenant, en termes de chiffres, de statistiques avancées, Nice a marqué la bagatelle de 49 buts en Ligue 1, ce qui en fait la 3e attaque de Ligue 1. Et Nice a encaissé, pour être très précis, 28 buts, ce qui en fait la 4e défense de Ligue 1, donc 3e attaque de Ligue 1, 4e défense de Ligue 1, au classement 3e, il y a une forme de logique. En termes d'expected goal, donc les buts qu'aurait dû marquer Nice, il y a une légère surperformance de 2,4 buts. Ils auraient dû inscrire 46,6 buts sur les matchs qu'ils ont joués. Et en termes d'expected goals contre, là encore une petite surperf des Niçois, puisqu'ils auraient dû encaisser 30,92 buts, donc quasiment 31 buts, là où ils en ont pris uniquement 28. Donc en termes de stats purs, data avancée, Nice surperforme légèrement, et en termes de points, Nice surperforme aussi, puisqu'ils auraient dû avoir 2,8 points de moins que ce qu'ils n'ont. Donc une équipe qui surperforme un tout petit peu, mais dans l'ensemble une forme de logique à ce qu'il soit actuellement 3e de Ligue 1. Et comme je vous l'ai dit, au classement, match extrêmement important, alors pas décisif c'est sûr, mais un match qui va compter parce que on est nous, comme je vous l'ai dit, avec 39 points, si on gagne ça en fera 42, on sera donc à 4 points de Nice et on sera mathématiquement à 2 points de Monaco qui a, à l'heure où je vous parle avec son nul contre Toulouse hier, 44 points. Donc on serait plutôt bien replacé, pas encore top 4 c'est sûr, mais plutôt bien replacé vers l'objectif Ligue des Champions. Voilà en gros en termes de stats ce qu'il faut retenir. Une équipe qui, en tout point, marche bien actuellement en Ligue 1. Et maintenant, d'un point de vue tactique, qu'est-ce que ça vaut l'OGC Nice de Franck Hez? Alors pour tout vous dire les gones, comme tout le temps, quand j'ai un point de vue tactique sur une équipe, j'aime bien prendre des faits, revoir les matchs que j'ai vus, mais les revoir à froid pour me dire quels sont les points forts, points faibles de l'équipe que l'on va jouer le week-end qui arrive. Et là, en l'occurrence, pour Nice, j'ai revu les matchs contre Lens, contre Lille au Stade Pierre-Mauroy, donc à Lille, contre Marseille et contre les Verts. J'ai revu 4 ou 5 matchs des Niçois, et plein de petites leçons que je voulais partager avec vous. Alors pas tout, je n'ai pas la prétention de dire en moins de 20 minutes ce que peut faire Nice sur un terrain de foot, c'est trop peu pour vous dire tout ce que fait Nice en termes de foot, mais je prends l'essentiel, environ 2-3 axes qui me paraissent importants, et j'en fais une vidéo pour vous d'un point de vue tactique. Alors Nice a joué durant très longtemps en 4-2-3-1, mais il y a un match charnière, c'est le match contre Lille
donc au stade Pierre-Mauroy à Lille, où Nice perd 2 buts à 1 après avoir mené 1 but à 0 sur un but de Sofiane Diop. Et contre Lille, en seconde mi-temps, Nice s'est fait totalement balayer, renversé. Franck Hez a totalement revu ses plans et sa copie, et Nice est passé en 3-4-2-1. Et le 3-4-2-1 de Franck Hez, on l'a connu, on l'a vu, archi-vu à Lens. Et là, il remet en place ce 3-4-2-1 qui marchait bien à Lens et qui marche plutôt bien à Nice depuis maintenant 1 mois et demi. Donc ça, c'est la grande idée tactique de Franck Hez. Nice évolue en 3-4-2-1, avec bien souvent 3 centraux qui sont... Alors, ça bouge beaucoup, ça peut varier. Sur les quelques matchs que j'ai vus, que j'ai revus de Nice, ça bouge beaucoup. Tantôt, tu vois barre centrale axe gauche, Dante, tu vois Ndiaye Chimillé, Bombito, bref, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent occuper ces postes-là, mais souvent, tu as une charnière donc à 3 qui est quasiment, alors 3 fois sur 4, Dante plus Bombito, et un troisième qui peut être Barre, par exemple, ou Ndiaye Chimillé. Je pense que demain, on devrait voir, à mon avis, Dante axe gauche, j'imagine dans l'axe sûrement Bombito, et à droite Ndiaye Chimillé. Et deux pistons dans le 3-4-2-1, deux joueurs qui prennent le côté et qui pilonnent H24. À droite, on le connaît bien, c'est Klos, qui est un joueur qui est en Ligue 1 sur ce poste de piston droit, un joueur référence. À gauche, c'est soit le Tunisien Albi ou Melvin Barr. On a aussi un pivot double qui souvent, très souvent, c'est Boudaoui, qui se projette beaucoup, qui est fin techniquement, qui est un bon joueur de foot, plus Santa Maria ou Rosario. Donc on verra bien. Moi, je mise sur un duo qui devrait être, j'imagine, Santa Maria pour pour la caution défensive, plus Boudaoui qui va se projeter et qui est plus agile, plus véloce, plus fin techniquement que Santa Maria. Et devant, un trio, donc en 3-4-2-1, un numéro 9 qui souvent est la board, ce sera lui demain, c'est quasiment sûr. Et en soutien, deux joueurs qui ont un rôle un petit peu de relais entre la base de la création et la projection. À droite, Guessant, qui est le joueur qui flambe à Nice depuis quelques mois maintenant, et à gauche, Mohamed Ali Chaud. Donc s'il fait un 3-4-2-1 avec des points forts, vraiment forts. Alors je vous le dis les gones, pour être très franc avec vous, je n'ai pas été en vidéo, quand j'ai revu les matchs, je n'ai pas du tout été impressionné, mais vraiment pas. C'est une équipe qui joue bien, qui est disciplinée, qui est rigoureuse, qui a de vrais points forts, mais pas... Je n'ai pas été subjugué, quoi, pas du tout. Non, vraiment pas. C'est une équipe qui a 2-3 ingrédients qu'elle met en place à tous les matchs. Alors, point fort number one, que j'évoque maintenant pour vous en vidéo, c'est dans le 3-4-2-1, l'apport sur les côtés. Pour moi, il y a un joueur qui est, je dirais, l'un des 2-3 joueurs clés de Nice, c'est Klos. À droite, Klos, c'est le joueur qui, défensivement, n'est pas très fiable. Il y a des moments d'errement de match où je me dis, bon, on sent que c'est pas un latéral pur jus. Alors, il peut être latéral à 4 derrière, mais c'est pas quelqu'un qui est extrêmement rigoureux. Contre les Verts, il y a eu une erreur monumentale où il couvre le but des Stéphanois. Grosse erreur de Klos. Donc, je pense que le 4-2-3-1 qui est devenu un 3-4-3 sous Franck Hez est en grande partie dû à ça. C'est le fait que défensivement, il n'ait pas su trouver, les Niçois, une formule très équilibrée avant le 3-4-2-1, parce que oui, défensivement, Nice a quelques lacunes. J'en parlerai après en détail. Mais point fort numéro 1, c'est vraiment l'apport sur les côtés. Deux latéraux, deux pistons du 3-4-2-1 qui vont bombarder, centrer beaucoup, s'infiltrer beaucoup de courses verticales, prise de l'espace, et donc faire mal, notamment en transition, défense-attaque. À droite, Klos. Je vous le dis, pour moi, c'est un petit peu leur playmaker. C'est celui qui va dédoubler, repiquer, débouler sur le côté droit, centrer, et il a un excellent pied droit, Klos. Pas de surprise, c'est un très bon centreur. Pour moi, c'est vraiment leur point fort numéro 1, c'est l'apport très important, très conséquent des deux pistons, qui logiquement seront, sauf surprise, à gauche, Melvin Barr ou Albi, on verra bien, et à droite, Klos, qui apportera énormément sur les quelques matchs récents de Nice, de mémoire, entre Saint-Étienne, il y a eu quoi encore? Il y a eu Lens, il y a eu Lille. Sur les 5 matchs que j'ai vus récemment, que j'ai revus de Nice, il y a au moins 3 matchs où il apporte au moins une passe D. Donc attention à lui. Défensivement, il est friable, pas toujours bien placé et très rigoureux, mais offensivement, on a affaire à un top joueur à l'échelle de la Ligue 1. Et ce Nice-là a aussi un autre point fort très important qui est dans le 3-4-2-1. Dans le 2-1, les deux joueurs qui vont accompagner la board et qui vont décrocher, se projeter. Et là, en fait, on retrouve la patte de Franck Hez, une équipe qui aime bien jouer en transition, en jeu très vertical, ça va très vite devant,
avec un bon pressing, beaucoup de courses, beaucoup de volume. Et là, dans le 3-4-2-1, les deux qui sont avec la board ont un rôle extrêmement important puisqu'ils vont l'accompagner, décrocher, dézoner, prendre l'espace. Et ça, c'est spécifiquement le rôle que confie Franck Hez à Guessant à droite et à Lichaud à gauche. Les deux doivent, comme je vous l'ai dit, reculer, contribuer au jeu, soulager à la relance, proposer une solution, dans la foulée décaler à droite et après prendre l'espace très vite pour créer une différence à la course. Et ça, ils le font super bien. Pour moi, il n'y a pas 10 000 solutions. Si tu bloques l'apport sur les côtés de Klose et Melvin Barr, et si en plus tu bloques l'apport de Ali Shaw plus Guessant, t'as fait 3/4 du chemin. Je vous l'ai dit les gones, je ne suis pas du tout impressionné par ce que fait Nice, mais vraiment pas. Le 3-4-2-1 version Franck Hez, on connaît bien, c'est vu, c'est revu, on l'a vu à Lens, maintenant on le voit à Nice, bref, il n'y a pas de surprise. Pour moi, la vraie clé du match, c'est comment tu parviens à gérer d'une part les côtés niçois, donc l'apport de Klose, de Melvin Barr, mais surtout comment nos deux latéraux, donc Tagliafico plus j'imagine, on verra bien, mais ou Koumbedi ou Maitland-Niles, comment les deux vont gérer les décrochages et prises d'espace d'Ali Shaw et Guessant. Moi honnêtement les gones, j'imagine très bien un plan de jeu, on verra si demain les choix du staff me confirment ça, mais j'imagine très bien un plan de jeu côté OL où Fonseca demande à Tagliafico de suivre à la trace Guessant, quand il décroche, il le suit, quand il prend l'espace, il le suit aussi. Et à droite, pareil, la réciproque. J'imagine très bien Koumbedi ou Maitland-Niles devoir décrocher pour venir presser très haut Ali Shaw. Et quand il prend l'espace, le suivre très vite. Et je pense que nos deux centraux, qui seront sûrement là encore Mata, Niakate, auront la mission de contrôler ce poison qu'est Gaëtan Laborde. Parce que oui, lui, vraiment, c'est un joueur qui paye pas de mine. C'est un joueur qui n'est pas clinquant, pas très très bling bling. Mais par contre, quand tu vois à quel point il est actif durant les matchs, c'est un poison. Vraiment, c'est un poison. Contre Lille, Saint-Étienne ou encore les matchs que j'ai vus de Nice, c'est quelqu'un qui, en fait, peut se faire oublier, peut décrocher. Il est hargneux, il est teigneux, combatif et surtout, il a un jeu, il a un foot vraiment très très généreux, quoi. Il est spontané, il peut tenter une bicyclette comme il l'a fait contre Lille dans mon souvenir. Bref, c'est quelqu'un qui est vraiment instinctif, généreux et qui colle très très bien avec le projet de jeu de Franck Hez. Le plan de jeu niçois, honnêtement, il n'est pas difficile à comprendre, mais il est bien rodé, bien huilé, quoi. Bien souvent, quand ils sont en bloc bas, Franck Hez demande à Dante, qui est un excellent pied gauche, est un super relanceur, il lui demande en fait de temporiser, de garder le ballon au chaud, de faire monter le bloc de l'équipe d'en face, et quand l'équipe adverse se découvre, tout de suite, Dante trouve sur un jeu court ou long, parce qu'il a un top pied gauche, il trouve soit Barre à gauche, soit à droite Klose, ou Boudaoui dans l'axe qui prend le ballon, qui est techniquement très fin, qui s'extirpe du marquage, qui trouve à droite Klose, qui bombarde, qui prend l'espace, et là, transition, on trouve Guessant très vite, et là, c'est occasion de but. Ça, il faut impérativement l'éviter, c'est peut-être, je dirais, le circuit de passe, de sortie de passe préférentiel de Nice, à savoir bloc bas, sur une passe on casse le bloc adverse, et là, transition directe sur Klose, Guessant, Shaw, et là c'est compliqué à gérer. Donc attention à ça, il faudra être extrêmement vigilant. Moi je répète, je pense que nos deux latéraux auront demain un rôle extrêmement important. Moi si j'étais le coach, je dirais à Tagliafico et Koumbedi de prendre vraiment, de jouer quasiment du 1 contre 1 sur Guessant et Ali Shaw, les suivre à la fois dans l'espace, dans leur dos, mais aussi les presser pour ne pas les laisser se retourner. Si j'étais le coach, je dirais aussi à mes deux du pivot double, qui devraient être Matic plus Tessman, de jouer l'équilibre, de ne pas trop se découvrir, attention, venir aider quand il le faut, Tagliafico, Koumbedi qui vont suivre Ali Shaw et Guessant. En fait, il faudrait prendre en tenaille les deux, là, du 3-4-2-1, par binôme. Typiquement, j'imagine à gauche Tagliafico plus Matic venir un peu faire la tenaille sur Guessant. À droite, j'imagine Koumbedi plus Tessman faire la tenaille sur Ali Shaw. Et sur les côtés, là, il faudra des replis, une couverture impérative. À gauche, Fofana peut-être, à droite, Cherki. Il faut que les deux du 4-2-3-1 de Fonseca viennent suivre et coller de très près Klose et à gauche par. C'est pour moi les 2-3 grands axes du match. Si l'OL gère bien ces 2-3 clés du match, à mon avis, on fera un grand bout de chemin vers les 3 points. Maintenant, comme toujours, le foot est un petit peu une science inexacte. Je ne sais pas ce que fera demain Nice. Est-ce qu'ils vont être ambitieux, jouer plutôt haut chez eux, bloc plutôt médian, voire bas pour piquer en transition? Je ne sais pas, on verra bien. Mais moi, en tout cas, c'est comme ça que j'imagine le match. Et mon prono,
Je pense sincèrement, et c'est rare que je sois aussi, positif, je pense que l'OL a toutes les armes pour faire mal à Nice, vraiment, à condition d'être intelligent, notamment en phase défensive. Ne pas être trop présomptueux, avoir une caution, une sécurité défensive avec nos deux latéraux qui vont suivre à la trace, Alicho, Guessant. Je dirais, victoire de l'OL, je vois un 2-1. Un OL sérieux peut vraiment demain prendre 3 points et faire la très belle opération du week-end. Sur ce, les gones, bon match à vous demain. Ciao, ciao, et allez, l'OL.